Bonjour. Dans la maison de la rue des Petits Pères, numéro 40, une rue de Marseille près de l'église Saint-Paul, descendant en pente assez raide vers la Canebière par les allées de Meilhan et la place de Noailles, une maison qui abrite aujourd'hui l'Académie de Marseille, la vie n'était point fastueuse. Après l'abandon du foyer par le père, un aventurier excentrique, dénué de scrupules. Pourtant, le petit Adolphe, né le 15 avril 1797 dans la cité phocéenne, même s'il prétendra plus tard être né dans le petit village de Bouc-Albertas, aujourd'hui Bouc-Bel-Air, ne souffre pas de cette situation. Il est élevé avec tendresse et amour par sa mère, Marie-Madeleine Amique, cousine germaine du poète André Chénier, et choyé par sa grand-mère maternelle, ne donne aucun tracas, travaille bien à l'école et, grâce à une bourse payée en partie par un ami de la famille, il entre en 6e au lycée qui aujourd'hui porte son nom, le lycée Thiers. Les conditions de vie sont alors draconiennes. Mais le jeune garçon s'épanouit. Si je souffrais quelquefois, rapportera-t-il à la fin de sa vie, l'étude me faisait oublier mes privations, et je trouvais un allègement à mes peines en un lieu où les enfants ne le cherchent guère. Je veux dire, au collège, dont le régime, tout militaire, me donna une santé inébranlable, et aussi l'habitude que j'ai toujours conservée de me lever à 5 heures du matin. Travailleur acharné, il est estimé par ses maîtres. Monsieur Louis Brunet, son professeur de rhétorique, déclare que l'élève Adolphe Thiers se distingue par son application et sa bonne conduite, et que c'est un garçon très intelligent, doué d'un esprit fin et subtil. Quant à son proviseur, M. Dubreuil, il ne tarit pas d'éloges sur lui. Mais le petit Adolphe n'est pas parfaitement heureux, car soumis aux privations de toutes sortes vis-à-vis de ses camarades issus de familles aisées. Toute sa vie, d'ailleurs, il gardera un attrait irrésistible pour l'argent qui lui a tant manqué dans sa jeunesse. Vers quelle carrière cet excellent élève allait-il s'orienter à l'issue de ses études? Comme il est agile de parole et de pensée, il se tourne tout naturellement vers le barreau, suivant en cela les conseils avisés de M. Dubreuil, et il s'inscrit en novembre 1815 à la faculté de droit d'Aix-en-Provence. Il a 18 ans et ne dissimule pas son enthousiasme. Il loge dans une chambre modeste au 30 rue des Pénitents Noirs, chez un menuisier nommé Chave, puis rue Plateforme, et enfin rue Adanson, chez un maçon, en 1817. En 1818, sa mère et sa grand-mère, ne voulant pas perdre de vue le petit qu'elles ont tant couvé, vont venir vivre avec lui, fort modestement, rue Sylvacane. Le journaliste Louis Méry décrit en ces termes le cocon familial d'alors. Thiers remerciait souvent le ciel de ce que, l'ayant fait naître à Marseille, il l'avait conduit à Aix. Sa mère s'y était établie dans un petit jardin du faubourg, lieu favorable aux calmes études. Un berceau en charmille y conduisait, et les arbres fruitiers y étaient rapprochés, au point de former une agréable voûte de verdure. La maison s'élevait au fond, simple et de jolie apparence, n'ayant qu'un étage surmonté d'une treille qui s'arrondissait sur la terrasse. Plus d'une fois, sans doute,
le ministre des Affaires étrangères, le président du Conseil, dans son magnifique hôtel du boulevard des Capucines, a dû regretter cette maison de jeunesse modeste et retirée qu'enveloppait une verdoyante fraîcheur. Dès son entrée à la faculté, pour suivre les traditions des étudiants de droit, Adolphe dut absolument choisir une direction politique. Né dans une famille de négociants aisés, proche du pouvoir sous l'Ancien Régime, mais qui se trouva ruiné par la Révolution, il avait été influencé par les récits de sa grand-mère sur les voyages de son aïeul, fournisseur du Grand Turc et du roi Louis XV. En son fort intérieur, il est attaché au bon souvenir de la royauté qu'on lui a inculquée dès sa plus tendre enfance, ce régime sous lequel il était possible de s'enrichir. Mais après Waterloo et le second retour de Louis XVIII, il s'était forgé l'idée que les Bourbons étaient revenus dans les fourgons de l'étranger, et rompant avec la tradition royaliste de la famille, il se fit l'ennemi de la Restauration, de la légitimité, le tenant de la tradition révolutionnaire et napoléonienne, et se présenta donc en libéral. À Aix, une ville paisible, autrefois séjour d'une noblesse brillante, et resté le fief de la grande bourgeoisie, où ne manque ni l'élégance dans les manières, ni la culture dans les esprits, à la différence de la rustre Marseille, il se fait très vite des amis parmi les étudiants, ses condisciples, avec lesquels il discute avec passion et fait péter les trônes des dieux. Comme il ne s'est pas passé inaperçu et que la nature l'a doté d'une petite voix particulièrement perçante, il proclame haut et fort ses opinions à la porte de la faculté, dans les cafés, sur les cours. Très vite, il est reconnu par les bourgeois aixois qui affirment, réprobateurs, « C'est un petit jacobin !» Petit, il l'était de taille, 1,55 m, et il ne possédait rien physiquement qui pouvait séduire. Il était replé, la tête grosse, les cheveux noirs et raides, portait de minces lunettes sur le nez et était habillé très modestement. On remarquait surtout chez lui son pantalon trop court, son chapeau informe et ses bottes de porteur d'eau. Mais il possédait déjà une formidable aura. Quelques années plus tard, à Paris, devenu un bourgeois aisé, grâce aux revenus confortables que lui rapporteront ses articles dans des journaux et son histoire en 2 volumes de la Révolution française, il achètera un cheval, Ibrahim, après quelques leçons d'équitation. Et les mauvaises langues rallieront ce poney, pas plus grand que lui, qu'il montera au bois de Boulogne, et le docteur Véron s'étonnera sarcastiquement qu'il ne songe pas à devenir jockey, dont il a la taille idéale. Durant toute sa longue carrière politique, il sera affublé d'innombrables sobriquets par rapport à sa taille. Petit foutriquet, député de poche, Lilliputien du tiers-état, Tom Pouce parlementaire, Nabot monstrueux. Ces moqueries ne l'affligeront guère, et il fera remarquer plus tard que les grands hommes en France ont le plus souvent été de petite taille, à commencer par le grand Napoléon lui-même. Parmi ses principaux amis durant ses études de droit à Aix-en-Provence, on peut citer alors Antoine Aude, futur maire d'Aix, Rouchon-Guigues,
qui sera avocat et historien, Émile Telon, député sous la monarchie de Juillet et la Seconde République, Toussaint Borelli, procureur général, Rabe, à la beauté d'Antinous, et surtout le petit blondinet Auguste Mignet, futur journaliste politique célèbre, et dont le père était serrurier d'art et fabriquait à la forge les belles rampes de fer qui ornent encore de nos jours certaines maisons d'Aix. Auguste Mignet tissera avec Thiers une amitié durable que rien n'altérera. Il croit en lui et en sa réussite. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Tous les amis et les camarades du petit Marseillais sont persuadés qu'il irait loin. Joseph Méry affirmera même qu'aucun ne doutait que ce jeune homme dont ils admiraient la carrière brillante, la vive aptitude aux sciences, les soudaines et animées réparties, l'improvisation souvent agressive et pétulante, n'arrivât un jour aux postes les plus éminents de l'État. La profonde amitié entre Thiers et Mignet durera presque 60 ans et ne sera rompue que par la mort du premier en 1877. Ils travaillaient ensemble à la bibliothèque Méjeanne, où leur buste orne aujourd'hui l'une de ces salles, témoin de leurs études, et c'était à celui qui dévorait le plus vite les œuvres de Rousseau, Montesquieu, Fénelon, Virgile et Homère. Adolphe Thiers se passionne aussi à cette époque pour la philosophie, nourrissant même le projet d'écrire des ouvrages de métaphysique. « Je veux faire ce que l'on appelait autrefois de la métaphysique », écrit-il à Telon en 1820. « Je tâcherai de rendre cette métaphysique vivante, comme elle l'est dans Émile. Je sèmerai plus d'un épisode dès que je pourrai quitter la forme de l'analyse. Ce seront des contes philosophiques, courts, significatifs, autant que je pourrai, et sur tous les tons. » Tous ces garçons étaient issus des plus anciennes familles bourgeoises d'Aix, et tous sont alors épris de libéralisme et raillent les mœurs et les codes de la bourgeoisie. En dehors des cours, ils se réunissent dans un cénacle dont Thiers devint vite l'âme. Le petit Adolphe, que tous dépassaient au moins d'une tête, parvenait à charmer ses amis par son éloquence et sa verve. Son ascendant sur eux était considérable. Très souvent, il était reçu avec ses camarades par les notables de la ville du roi René, comme le docteur Arnaud, chez lequel il rencontra le jeune Émile Bonnefou, la jeune Émile Bonnefou qui fut son premier amour, ou encore la famille Roux-Martin, dans leur villa du Tolonnais, où elle organisait des soirées consacrées à la musique et à la danse. Lorsque les jeunes gens étaient trop nombreux, le fils de la famille les installait dans une grange dépendant de la maison et les fournissait en excellents vins cuits, dont tous raffolaient. Cette grange devient bientôt le Bastidon de Thiers, dans lequel on inventait toutes sortes de jeux et enclamait poèmes ou tirades politiques. Le petit Jacobin ne possédait pas cette austérité qui souvent les caractérisait. Pour tout dire, Adolphe était dans sa jeunesse un joyeux luron qui adorait les farces. C'est ainsi qu'avec son ami Aude, il s'amusa un jour à introduire un âne sellé et batté dans la salle où le professeur de droit dispensait son cours. Quelquefois, on faisait même le mauvais goût, et les plaisanteries scatologiques qu'il imaginait faisaient jaser la bonne société aixoise. En 1835,
Alors ministre de l'Intérieur du roi Louis-Philippe, il renoua avec celle-ci au château de Grandjeau, où il avait été invité à une partie de chasse suivie d'un repas pantagruélique où le champagne coula à flots. Une fois couché, au petit matin, il eut droit à un énorme charivari sous sa fenêtre. Alors, il écarta les rideaux et montra son postérieur entre deux bougies éclairées. L'affaire fit grand bruit et indigna ses collègues du gouvernement, le duc de Broglie et Guizot. De son côté, l'opposition diffusa aussitôt un quatrain sarcastique. Le petit Thiers, empourpré par l'orgie, s'éclairant au rayon d'une double bougie, pour montrer sans pudeur aux complices du lieu l'astre de la doctrine et du juste milieu. Le tout-puissant Talleyrand, qui avait conseillé au roi d'attribuer au petit Marseillais le portefeuille envié de l'intérieur, minimisa l'affaire. Il en avait vu d'autres dans sa longue carrière, et rassura Thiers quant à son avenir politique. L'austère et implacable ministre de l'Intérieur jura toutefois de ne plus se laisser emporter par ces vieux démons, ravivés sans doute par l'excès de boisson. Alors, me direz-vous, pour l'étudiant en droit et ses camarades, c'était la nouba et la belle vie dans les années 1815. La réalité était bien différente, et de ces quelques relâchements spectaculaires, il ne faut pas en déduire que ces jeunes gens ne faisaient que s'amuser. Une large part de leur temps, la plus grande partie même, restait consacrée à l'étude, celle du droit, évidemment, mais aussi de l'histoire, de la philosophie, de la littérature et de la politique qui les passionnait particulièrement. Ils rêvaient tous de changer le monde. Thiers était de tous le plus audacieux, mais le changement pour lui ne signifiait pas l'insurrection, et toujours il s'efforcera au cours de sa vie politique de rester dans la voie légale. Il passa son premier examen de baccalauréat en droit, le 20 décembre 1817, et le second, le 8 juillet 1818, et pour chacun obtint l'unanimité des suffrages. Ses principaux professeurs à la faculté de droit d'Aix étaient M. Balzac, le doyen, et MM. Bouteille, Constant, Bernard, Mollet de Desfougères. Tous lui prédisaient une brillante carrière d'avocat. Et avocat, il le devint à la fin de l'année 1818. Il plaida aussitôt quelques causes difficiles, mais avec un succès plutôt mitigé. En effet, à en croire ses propres dires, son éloquence est médiocre. J'ai 2 ou 3 fois plaidé aux assises, écrit-il à Pelon. Je n'ai ni figure ni organe. J'ai été fort mécontent de moi et le public d'Aix l'a été tout autant. Je suis sans fortune, sans état et sans espérance d'en avoir un ici. La seule plaidoirie réussie que les historiens retiennent de Thiers se déroule dans une affaire d'homicide et d'incendie qu'il plaida avec Mignet. Thiers obtient l'acquittement de l'accusé pour l'homicide et Mignet le laisse condamner pour l'incendie. Or, il s'avérera que l'homme a bien tué, mais pas incendié. Il n'en devient pas moins désormais un notable respecté. Il habite à présent
avec ses deux mères dans une maison simple mais confortable de la banlieue d'Aix. Les portes des meilleurs salons s'ouvrent pour lui, et notamment celui du marquis d'Arlatan-Loris, président de la cour royale. Ce magistrat de vieille roche, rapportera plus tard Sainte-Beuve, protégeait et encourageait le jeune avocat libéral. Mais Thiers ne se contente pas de plaider. Il écrit de nombreux mémoires sur les sujets proposés par la Société des Amis des Sciences, des Lettres, de l'Agriculture et des Arts, comme l'histoire de l'éloquence judiciaire, mais aussi d'autres thèmes qui ne semblent pas a priori de sa compétence. En effet, rien ne l'effraie. Il a des opinions sur tout, développe quelques thèmes que ce soit, souvent avec aisance. Il écrit un mémoire sur l'Ali-Tollendal, un traité de trigonométrie sphérique, un mémoire sur l'éloquence judiciaire, un éloge du patriote polonais Tadeusz Kosciuszko, une tragédie sur Tiberius Gracchus. En 1820, la Société des Amis des Sciences, des Lettres, de l'Agriculture et des Arts proposa pour prix de littérature l'éloge de Vauvenargues. 6 éloges sont déposés au secrétariat de la Société. Thiers est évidemment sur les rangs, mais il apprend par le marquis d'Arlatan-Loris que son mémoire déplaît au jury. Il le trouve trop entaché de libéralisme. Alors, Adolphe en confectionne prestement un autre qu'il fait expédier depuis Paris avec une devise différente. Le premier mémoire n'est honoré que d'une mention, mais le second obtient le prix, et le jury est très surpris en découvrant que l'auteur s'appelle toujours Adolphe Thiers. Une farce encore qui fait bien rire ses amis. Pour fêter ce double succès, Mignet et Aude organisent une petite fête au cours de laquelle il est acclamé au cri de « Vive Adolphe Ier !» Il répond en souriant « Pourquoi pas ?» L'avenir pour lui n'a rien d'inaccessible. Et comme il écrit dans son mémoire sur Vauvenargues, l'univers bien compris offre de sublimes perspectives. Quand nous serons ministres, dit-il couramment, de très bonne foi. Et en fait, il se sent alors la force de tout réussir, et même les plus grandes célébrités du moment ne l'impressionnent guère. Un jour, écoutant une page éloquente du grand orateur politique Royer-Collard, leader des doctrinaires libéraux, il s'écrie « Eh ben, un jour, si vous à Paris, Faraille péta, Royer-Collard. Un jour, si je vais à Paris, j'enfoncerai Royer-Collard. » Ce jour est proche, car il étouffe à Aix et il est las de ne pouvoir s'imposer comme il le souhaiterait. En 1821, Mignet, qui est son aîné d'1 an, part à Paris. Thiers est désespéré et écrit ces mots à Telon. « J'ai perdu Mignet, et pour vous figurer quelle douleur j'ai éprouvée, il faudrait connaître l'intimité, et j'ose dire la nécessité des rapports qui existaient entre nous. Maintenant, je suis seul et sans force. » Alors il ne rêve plus que de rejoindre son ami et de s'installer à Paris, seule ville, selon lui, où il pourra assouvir ses ambitions. Il avoue à Telon « Tout cela, les plaidoiries au palais, ne satisfait pas une âme inquiète qui voudrait voir du pays des hommes, des événements, des dangers, et arriver à la mort
ou à de grands résultats. Je ne suis pas heureux. J'éprouve d'ardents besoins et je suis pauvre. J'aimerais les femmes, la table, le jeu, et je n'ai point d'or. Il ajoute ensuite: ma mère me donne pour manger et non pour voyager. Il parvient à recueillir quelques sous de ses amis pour le voyage et les premiers temps de vie parisienne. Bien qu'il éprouve une certaine douleur en laissant derrière lui son pays natal, Thiers ne quitte Aix le 18 septembre 1821 qu'en pensant à Paris, à la puissance, à la gloire et à son ami Mignet qu'il va retrouver et qu'il attend avec impatience. Dans la diligence, il échafaude déjà de nombreux scénarios pour la suite de sa carrière. Il a en poche 2 lettres de recommandation, l'une du docteur Armand, personnalité libérale, pour le député de gauche Jacques-Antoine Manuel, et l'autre de Jean-Joachim Pélinck, ancien secrétaire de Mirabeau, pour le duc de la Rochefoucauld-Liancourt, libéral et philanthrope. Thiers arrive dans la capitale le 25 septembre 1821, une semaine après son départ. Selon le témoignage de l'un de ses contemporains, il avait la tête suspendue à une paire de lunettes, portant un habit à désespérer la chimie, un pantalon collant très court, remontant aux mollets, des bottes de porteur d'eau et un chapeau fabuleux digne du cabinet d'un antiquaire. Le duc de la Rochefoucauld-Liancourt lui offre une place de secrétaire à 1500 francs par an. Dans la capitale, il paiera aussitôt pour son assurance. L'extravagance en moins, on retrouve chez lui certains traits de caractère de son père. Mieux que l'assurance, l'aplomb, voire le culot. Il aurait pu certainement prononcer les mots que Balzac met dans la bouche de Rastignac à la fin du Père Goriot. À nous deux, maintenant! Pélinck, auquel il avait été également recommandé, dresse cependant un portrait ambigu de Thiers, mais toutefois fort lucide. Le jeune Thiers est arrivé à Paris depuis 2 jours. Son talent d'écrivain surpasse encore toutes les idées que je m'en étais faites. Son plan est de rester à Paris, de s'y fixer et d'en trouver le moyen par le travail. Je présume qu'il y parviendra dès qu'il sera connu. Il y a encore à dire que M. Thiers n'a pas pour lui les qualités extérieures. Il est très petit de stature, le son de sa voix n'est pas agréable, il a beaucoup d'accent, il lit mal, et quoiqu'il ait sa tête énorme et de la cervelle d'Aristote et de celle de Platon, à doses presque égales, vous pourriez fort bien, dans de vaines discussions, le trouver trop idéologue. Sur la loyauté du jeune homme envers ses protecteurs, Pélinck se montre dubitatif. Il est probable que plus tard, que dans peu de jours peut-être, si quelques libraires ou quelques journalistes s'emparent de lui, il ne sera plus dans la même disposition. D'ailleurs, comme il est pressé, vif et actif, il est possible qu'il s'arrange lui-même à mon insu. Le jeune avocat loge d'abord 3 mois chez le duc de la Rochefoucauld-Liancourt, qui l'emploie au château de la Rochefoucauld, avant de rejoindre enfin son ami Mignet dans un minuscule garni du passage Montesquieu dans le 1er arrondissement de Paris, aujourd'hui disparu, composé seulement d'une commode, d'un lit de noyer, 2 chaises et d'une table noire.
Les deux amis sont très heureux, malgré l'exiguïté des lieux et le manque de confort. Ils sont ensemble, et c'est cela qui compte, et désormais ils jurent de ne plus se quitter. Quelque temps plus tard, à la recherche de nouveaux protecteurs, Thiers fait la connaissance de Jacques-Antoine Manuel, député provençal d'extrême gauche, qui l'introduit auprès du banquier Jacques Laffitte. Il rencontre également Étienne, l'un des dirigeants du journal Le Constitutionnel, qui va l'appeler à la rédaction. En se tournant vers le journalisme, Thiers espère exercer une profession plus prometteuse en termes d'influence et financièrement plus juteuse que celle d'avocat. À 24 ans, il est donc journaliste, comme Mignet, qui lui écrit au Courrier français, journal d'opposition de gauche, sous la Restauration, on disait alors libéral. Thiers est au Constitutionnel, je suis au Courrier, rapporte Mignet. Nous faisons des articles qui nous sont payés raisonnablement et dont le revenu contribue à nous faire vivre. Le soir, les deux amis se retrouvent dans leur mansarde, se racontent leur journée et échafaudent des projets quelquefois un peu fous, comme au temps de leurs études à Aix. Ils fréquentent les salons parisiens et rencontrent toutes les célébrités de l'époque, Stendhal, Mérimée ou encore Sainte-Beuve. Thiers, ébloui par son esprit et par sa verve, mais déplaît par sa suffisance et sa certitude d'avoir toujours raison. Il amuse par son allure prud'homme, son petit ventre replé et ses lunettes de myope cerclées d'acier, mais inquiète certains par son évidente mégalomanie. En définitive, il ne laisse personne indifférent, mais n'attire guère la sympathie. De nombreuses années plus tard, Victor Hugo exprimera ce mélange de fascination et de répulsion qui le caractérisait en écrivant « J'ai toujours éprouvé pour cet illustre homme d'État un sentiment indéfinissable d'enthousiasme, d'aversion et de dédain. » Quant à Balzac, il lui reprochera son opportunisme trop évident. Monsieur Thiers, écrira Balzac, n'a jamais eu qu'une seule pensée. Il a toujours songé à Monsieur Thiers. C'est à ce moment-là, lorsqu'il commença à côtoyer le grand monde littéraire et artistique au cours de sa première année à Paris, que, pour la première fois, sans doute, de sa vie, il ressentit le besoin de retrouver ce père fantôme. Peut-être pour lui montrer qu'il avait réussi à s'en sortir dans la vie sans avoir besoin de lui demander une quelconque aide. Ce père indigne, Pierre-Louis Thiers, était le fils de Louis-Charles Thiers, intendant royal, conseiller à la Cour des comptes et inspecteur des monnaies. En 1734, Louis-Charles Thiers était avocat à la Cour du Parlement de Provence. Le patronyme Thiers venait d'un ancien prénom porté en Provence qui correspond à Saint Thyrse. Saint Thyrse, patron de la ville de Sisteron, nom porté par plusieurs martyrs. La Révolution marque la décadence des Thiers. Louis-Charles quitte le barreau en 1770, se fait nommer par le roi archivaire, secrétaire de la ville de Marseille, ce qui correspond à secrétaire général ou directeur général des services au grade actuel. Il est chassé par la Révolution en 1790. Les notables marseillais le soupçonnent d'être l'informateur du pouvoir central. Louis-Charles aime l'argent. Il est à peu près certain qu'il a transmis cette passion à son petit-fils,
à travers les récits de sa mère. En 1779, Louis-Charles possède un navire de commerce armé de 4 canons et dont les dépenses d'armement pour un voyage en Martinique s'élèvent à 5000 livres, sans compter la valeur de la cargaison d'environ 20 000 livres. Son patrimoine immobilier comportait 3 maisons bourgeoises à Marseille, une propriété de campagne à Château-Gombert. La Révolution confisquera ses biens. En 1789, Louis-Charles tourne sa veste avec le vent. Il participe à la préparation des États généraux de 1789. Il rédige le rapport octroyant le titre de citoyen de Marseille à Mirabeau, élu député du tiers-État. Malgré ce revirement politique, il n'en tire aucun profit. En 1790, il perd son emploi à 76 ans et sa retraite est supprimée. Il est inscrit sur la liste des émigrés avec séquestration de ses biens sous prétexte qu'il est parti vivre chez sa fille à Menton, à l'étranger à l'époque. Revenu à Aix pour récupérer ses biens, il est emprisonné pendant la Terreur. Il a quasiment tout perdu. Ruiné, il meurt à Menton en 1795. Le fils de Louis-Charles, Pierre-Louis, père d'Adolphe, naquit en 1759 et mena une vie aventureuse, mais peu glorieuse. C'était un homme cupide, sans foi ni loi. Nul ne sait par quel revirement, retournage de veste ou protection des gens de justice, en 1795, Pierre-Louis Thiers, fugitif depuis 1793, est nommé, pour prix de ses trahisons, accusateur public auprès du tribunal de Marseille, certainement en contrepartie de dénonciations de ses anciens compagnons royalistes. Ce poste sensible lui assure un traitement de 7000 livres par an. En 1795, il aide à faire sortir Lucien Bonaparte de prison. Le frère de Napoléon Bonaparte, en pleine ascension, entre dans Marseille en mars 1796. Lucien Bonaparte accompagne son frère dans la campagne d'Italie. Pour remercier Pierre-Louis, il le fait nommer fournisseur aux armées. Pierre-Louis, sans scrupule, séduit et engrosse une jeune femme de 22 ans, Marie-Madeleine Amick. Celle-ci donne naissance, le 18 avril 1797, au petit Adolphe Thiers. Sa première épouse, Marie Fougas, étant morte le 3 mars de la même année, Pierre-Louis Thiers épouse la jeune Amick et reconnaît son fils Adolphe, puis il disparaît. Quand Adolphe parvint à le retrouver dans une maison de la banlieue parisienne, il refusa de le recevoir. Adolphe n'insista pas et ne tentera plus de le revoir. Mais, en 1825, c'est lui, le père indigne, qui se présenta chez son fils, dont il avait appris la situation florissante, pour lui réclamer de l'argent. Adolphe Thiers parlera rarement de son père. Cet homme, dira-t-il, dont je porte le nom, dont je suis le fils, mais qui ne fut jamais mon père. En 1822, le journaliste Adolphe Thiers s'intéresse à la situation politique de l'Espagne, devenue à la suite d'une révolution une monarchie constitutionnelle. Le pouvoir appartient alors aux nationalistes libéraux. Chateaubriand, qui va devenir ministre des Affaires étrangères de Louis XVIII, souhaite une intervention militaire française en Espagne. Les libéraux français, au premier rang desquels Jacques-Antoine Manuel, alors député de Vendée, y sont opposés et sont persuadés que dans ce cas, le peuple espagnol se soulèvera en masse contre l'envahisseur, comme à l'époque napoléonienne.
Thiers ne le pense pas et suggère à Manuel d'aller faire sa petite enquête sur place. C'est ce qu'il fait, en commençant son voyage par la Suisse, afin de ne pas éveiller les soupçons de la police de Louis XVIII. Il poursuit ensuite en parcourant la Savoie et le Dauphiné, puis, avant de prendre la route vers les Pyrénées et l'Espagne, le but essentiel de son voyage, il s'arrête à Aix. Il embrasse sa mère et sa grand-mère et retrouve certains de ses camarades d'études. L'appariteur de la faculté d'Aix, François Malot, dans ses souvenirs, note: Il est toujours aussi petit, mais sa tête semble avoir doublé de volume. Il m'a serré la main, mais sans chaleur. Il s'efforça d'être aimable, mais on sentait bien qu'il avait la tête ailleurs. Ce n'était plus l'étudiant drôle et enjoué d'autrefois, mais un monsieur qui souhaitait que chacun reste à sa place et ne se laisse pas aller à trop de familiarité. 1 an et 2 mois s'étaient écoulés depuis son départ pour Paris. On avait l'impression que cela faisait des siècles. Le docteur Jean-André Arnaud le reçoit cordialement et l'assure de son soutien toujours actif. Manuel, lui dit-il, a été très impressionné par lui et lui prédit une belle carrière journalistique et peut-être politique dans le rang des libéraux. Quant à son ami Antoine Aude, depuis peu conseiller municipal du maire Joseph Chambaud, il lui fait part de sa satisfaction de voir que le succès leur sourit à tous les deux. Thiers opine de la tête en signe d'approbation, mais il sait bien déjà que tous les deux ne jouent plus sur le même terrain. Le champ d'action d'Antoine Aude, c'est la ville d'Aix. Celui de Thiers, il en est déjà persuadé à ce moment-là, c'est la France. Et il confie à son ami qu'il envisage un jour de se consacrer entièrement à son pays, d'une manière ou d'une autre. Antoine Aude, plus modeste, ne rêve que de se consacrer à sa ville natale, et il le fera de façon remarquable. Il se distinguera lors de l'épidémie de choléra qui s'abattra sur Aix en 1835, ce qui lui vaudra la Légion d'honneur et son élection à la mairie où ses compétences seront remarquées en haut lieu, puisque le gouvernement lui proposera à plusieurs reprises la direction de différentes préfectures. Mais il refusera toujours ces propositions, préférant se consacrer à la gestion de sa ville. Thiers rencontrera aussi, lors de son passage à Aix, un autre de ses amis de faculté, Rouchon-Guigue, qui tiendra au courant de sa mission en Espagne. Il prendra aussi le temps de flâner dans cette ville où le petit Jacobin avait fait tant de farces mémorables qui offusquaient les bourgeois. Aix n'a pas encore beaucoup changé en 1822. Elle reste essentiellement bourgeoise, conservatrice et repliée sur son passé. Elle est encore la belle endormie, surnom acquis au début du XIXe siècle, faisant allusion à sa léthargie, voire à l'immobilisme de ses administrateurs. Mais, à la fin du mandat d'Antoine Aude, en 1848, la ville se sera considérablement développée et modernisée, et son maire laissera l'image d'un des plus grands maires bâtisseurs qu'ait connu la ville. Adolphe Thiers, après un dernier baiser à sa mère et à ses proches, prend ensuite le chemin de la Cerdagne espagnole, constatant ce qu'il pressentait, à savoir que l'expédition française qui avait commencé laissait le peuple ibérique totalement indifférent. Le temps des grandes révoltes était bien révolu. Il raconta à Rouchon son voyage dans les Pyrénées et son récit.
véritable reportage haut en couleur qui donnera lieu à des articles au style alerte qu'il rassemblera dans une brochure sous le titre « Les Pyrénées et le Midi de la France pendant les mois de novembre et de décembre 1822 ». Cette publication attirera l'attention de Talleyrand, qui était persuadé, comme Manuel, que les Espagnols se révolteraient contre les Français et que l'histoire se répéterait. Il reçut Thiers, qui lui rétorqua avec aplomb que les Espagnols avaient gardé un cuisant souvenir de ce que leur avaient coûté les guérillas et tous les pillages et les destructions, et qui ne risqueraient plus le retour de pareils maux, d'autant moins qu'il ne s'agissait pas cette fois de leur indépendance nationale, mais seulement politique, et que le plus grand nombre considérait l'envahisseur comme un libérateur plutôt que comme un oppresseur. Et de conclure en souriant par cette phrase restée célèbre: « L'Espagne est une Vendée éteinte », qui laissa Talleyrand dubitatif. Désormais Thiers aurait ses entrées chez lui, et la parution de son voyage dans les Pyrénées lui apportera une grande notoriété qui lui ouvriront les portes des éditeurs Lecointre et Duret pour son histoire de la Révolution française, dont les 2 premiers tomes paraîtront à l'automne 1823 et lui procureront des revenus confortables. Tout cela changera sa vie, en même temps que celle de son ami Mignet. Il fera alors venir à Paris sa mère, mais celle-ci, ne supportant pas la vie de la capitale, préférera retourner à Aix. Ce n'est que vers la fin de sa vie qu'elle accepta d'y revenir. Elle le logea dans un modeste appartement de la rue des Batignolles, où elle vivra avec la modique pension que lui versait son fils, à qui Lamartine reprochera alors, non sans raison, son avarice et la sécheresse de son cœur. Il n'avait jamais été question, en effet, qu'elle loge dans le somptueux et vaste hôtel de son fils, place Saint-Georges. Marie-Madeleine Amick décédera en 1852 et le fidèle Mignet suivra seul le convoi. Il faut dire que Thiers était alors en exil à Londres à la suite du coup d'État du 2 décembre 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte, et il ne voulut pas prendre le risque d'être arrêté en rentrant à Paris pour les obsèques. C'est en 1829, avec Mignet justement, qu'Adolphe Thiers franchira le pas et du journalisme passera résolument à la politique. Les frères provençaux, comme on les appellera alors, joueront un rôle non négligeable dans la Révolution de 1830. Thiers sera l'un de ceux qui poussèrent Louis-Philippe à monter sur le trône et à fonder une nouvelle dynastie libérale. Il en sera récompensé en étant nommé conseiller d'État, mais ce qu'il visait alors, c'était la députation. Une circonscription s'imposait pour lui tout naturellement. Aix-en-Provence, évidemment, la ville où il fit ses études de droit et qui fut le premier théâtre de ses exploits. Il fit part de son intention à son ami Borély, concurrent possible, qui s'effaça aussitôt, et il fut élu sans peine le 21 octobre 1830 et réélu en juillet 1831. Il remercia les Aixois en ces termes: « Messieurs, permettez-moi de vous exprimer ma vive reconnaissance pour les témoignages de confiance que vous m'avez donnés 3 fois depuis une année. Les liens les plus étroits m'attachaient déjà à la ville d'Aix. J'ai été élevé dans ces murs, j'y ai passé ma jeunesse. Mes amis les plus chers
ceux que j'ai toujours conservés, que je conserverai toujours. C'est à Aix que je les ai rencontrés. C'est à Aix que j'ai formé des amitiés qui ne finiront qu'avec ma vie. Permettez-moi donc de me dire un enfant de la ville d'Aix. Aujourd'hui encore, un nouveau lien politique vient de m'unir indissolublement à vous. Vous m'avez chargé d'aller vous représenter auprès du roi et de la France. Je m'applaudis d'avoir à représenter votre arrondissement, de préférence à tout autre. C'est une ville comme la vôtre qui s'est toujours distinguée par son instruction, ses lumières, son barreau, qui au milieu de nos troubles a montré une modération rare, qui, pendant les sanglantes réactions de 1815, alors que le Midi était inondé de sang, n'en a pas versé une goutte. C'est une ville comme la vôtre que j'étais jaloux de représenter. Rien n'assure mieux et ne rend plus facile la sagesse d'un député que la sagesse de ses propres électeurs. Adolphe Thiers était plus aixois que marseillais, vous l'aurez compris. Il n'avait jamais beaucoup aimé sa ville natale. Il ne gardait d'elle que les souvenirs amers de l'enfant pauvre qu'il était, pressant le pas sur les pavés de rues en pente qui lui semblaient interminables, souvent poursuivi et humilié par ses camarades d'école en raison justement de sa pauvreté, de sa petite taille en comparaison de celle des garçons de son âge, et du fait qu'il n'avait pas de père qui venait le chercher le soir à la sortie de l'école. Seul l'acharnement qu'il avait mis dans ses études à partir du moment où il entra au lycée lui avait permis de surmonter l'angoisse diffuse qu'il portait alors en lui. À Aix-en-Provence, en revanche, il s'était radicalement transformé, avait pris de l'assurance, perdu sa timidité. Il était devenu entreprenant, offensif, déterminé, ambitieux. Il sera toujours reconnaissant à la cité du roi René, le bon roi René, amoureux des arts et habile politique, qui contribua le plus à l'embellissement de la ville et qu'il admirait particulièrement. Quelques années plus tard, Adolphe Thiers rencontre Jules Simon, alors professeur de philosophie, et qu'il retrouvera ministre de l'instruction publique du gouvernement provisoire pendant la guerre de 1870 et président du Conseil en 1876. Élu à l'Académie française en 1875, c'est lui qui, en tant que secrétaire perpétuel, prononça l'éloge d'Adolphe Thiers lorsque le petit Marseillais fera son entrée sous la coupole en 1884. Dans cet éloge, après avoir évoqué l'enfance marseillaise et les études à Aix du nouvel académicien, il rappelait qu'avant de se lancer dans la politique, ce fut un journaliste de talent, clairvoyant et résolu, mais aussi un grand critique d'art. Il ne faisait pas, comme la plupart des critiques d'art, un catalogue de médiocrité, souligne Jules Simon. Il allait droit au talent, ne voyait que lui, le jugeait avec respect, mais avec indépendance, sans parti pris, quoiqu'il fût en art comme en littérature un classique déterminé, et quelquefois le devinait, comme il fit pour Eugène Delacroix, dont il comprit le génie et prédit l'avenir. C'est une facette du personnage que l'on ignore généralement, et on peut ajouter que dès sa petite enfance, il s'intéressa à toutes les formes d'art, point commun avec le roi René, et plus particulièrement à la peinture. À 12 ans, il était, dit-on, incollable sur les peintres du XVIIe siècle. À la Chambre, sitôt élu, le jeune député d'Aix, enthousiaste et déterminé, connaîtra bien des déboires. Mais peu importe.
Il était persévérant et croyait en sa bonne étoile. Le très perspicace Talleyrand, qui fera un peu sa fortune, n'avait-il pas prédit: c'est un gamin qui a le feu sacré et qui ira loin. Un autre Marseillais, Honoré Daumier, immortalise ce stade essentiel de sa carrière dans un dessin fameux: des fonds baptismaux, Talleyrand, ex-évêque d'Autun, officie. La nourrice Louis-Philippe présente le marmot, un Adolphe emmailloté qui semble dire: tout va bien. Ce n'est là que le tout début de l'irrésistible ascension du futur premier président de la Troisième République qu'il contribua à fonder, un personnage complexe, ambigu, à multiples facettes, qu'on accusait d'être insensible et sans cœur, mais fut pourtant fidèle en amitié, vaniteux et égoïste, mais néanmoins lucide et réaliste, et faisant passer l'intérêt de son pays, ce qu'il pensait être l'intérêt de son pays, avant les intérêts personnels. Mais c'est lui aussi, Adolphe Thiers, qui est le principal responsable de la sanglante répression de la Commune de Paris, pour laquelle on a longtemps évoqué le chiffre de 40 000 morts. Même si son bilan macabre a été revu à la baisse de façon drastique depuis quelques années, et que la plupart des historiens s'accordent aujourd'hui sur une fourchette de 6 500 à 7 000 morts, l'image du petit Marseillais ambitieux restera pour toujours souillée par cette tâche indélébile et associée à celle d'un bourreau impitoyable de la Commune. Aujourd'hui encore, les polémiques et les controverses le concernant ne sont pas prêtes de s'apaiser. Et la Provence, comme le reste de la France, est toujours extrêmement partagée entre admiration et respect pour les uns, et aversion et dégoût pour les autres. Ce qui est sûr, c'est que Marseille, sa ville natale, même si elle donna son nom au plus grand lycée de la ville, ne lui pardonne pas son attitude barbare envers les révoltés de la Commune de Paris, et celle de Marseille, où fut fusillé dans les jardins du palais du Pharaon Gaston Crémieux, un homme bon et respecté par tous. Quant à Aix-en-Provence, elle ne veut se souvenir que de l'étudiant facétieux et qui bousculait allègrement les codes de bonne conduite bourgeoise, et ne se rappeler que de ses grandes réalisations, comme l'École nationale des arts et métiers qu'il créa en 1843. Il y a une vingtaine d'années, comme je regardais sa statue en marbre, œuvre d'Auguste Clésinger, dans la cour d'honneur de cette école, un vieux monsieur engagea la conversation avec moi et me parla de monsieur Thiers, en termes dithyrambiques. J'osai alors aborder prudemment la période sombre de la Commune et la brutale répression du chef du pouvoir exécutif qui écrasa l'insurrection dans le sang. Il me rétorqua aussitôt en souriant: Monsieur Thiers a beaucoup fait pour notre ville en tant que député, et c'est tout ce que nous retenons. Pour le reste, a-t-il eu tort? A-t-il eu raison? Ce n'est pas notre affaire à nous, Aixois. L'histoire jugera. L'histoire jugera. Je vous remercie.